Et la deuxième phase, c'est la phase de 2 ans, le style de management. C'est-à-dire que si on a stabilisé notre modèle économique, il faudrait qu'on s'assure que on fait la base des 2 ans qui nous restent avant les 5 ans. On a un style de management qui nous permet d'être efficace. Donc de gérer bien nos ressources, de gérer bien les capitaux de nos clients et maintenant d'évoluer. Donc ça fait 5 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Mais 5 ans là, je disais pas ça au hasard. Je disais ça sur la base de mon expérience précédente. Donc c'est pas uniquement ce qu'on entend dans les magazines. Voilà. Je me suis dit, pour Shogun Studio et pour le business plan, il faut que ce monsieur-là vienne et qui nous parle de ses activités et qui nous donne du bon game, comme j'aime l'appeler, pour les personnes qui seront amenées à regarder cela, quoi. C'est un plaisir pour moi et puis je suis content aussi de voir cette évolution dans le game. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, ton nom, ton prénom et nous dire ce que tu fais succinctement? D'accord, donc je suis Wilfried Adengra. Donc, manager général de 2 entreprises. Donc, anciennement Lumen Corporation, qui est devenu depuis le début de cette année Lumen Financial Group, et de Diaspora for Africa. Donc, on intervient principalement dans la finance. Moi, je fais des études d'économie et de génie logiciel. Donc, c'est les deux combinés qui me permettent d'opérer dans les secteurs dans lesquels j'évolue. Super. Donc, Lumen Corporation a changé de dimension aussi. Je pense que à la dernière émission, je t'avais annoncé que c'était la mutation qu'on comptait faire. Oui, et il y avait eu la crise du coronavirus, ça avait ralenti les choses et tout ça. Effectivement. Ok, donc Lumen Financial Group. Lumen Financial Group. Lumen Financial Group. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement dans Lumen principalement intervient dans l'accompagnement structurel et financier depuis près de 5 ans. Et nous avons opéré des investissements dans différents secteurs d'activité. D'accord. Nous avons ouvert notamment plusieurs entreprises également au niveau de la Côte d'Ivoire, dont GLS Africa qui intervient dans le domaine de l'import-export, Certec Africa qui intervient dans le domaine de l'agriculture. Attends, pardon, dans cette émission je coupe beaucoup en plus. GLS, tu dis? GLS Africa. Alors c'est GLS qu'on connaît de les transports ou c'est un autre GLS? Je sais pas s'il y a un GLS encore qui existe en dehors de ce qu'on fait. D'accord. Mais voilà, nous GLS c'est Global Life Services. D'accord. Donc je sais pas s'il y a un autre GLS. J'ai l'impression de connaître une entreprise qui s'appelle GLS comme ça. Ok, d'accord. Maintenant il y a Certec qui intervient dans l'agriculture mais en associant les technologies. D'accord. On est beaucoup plus focalisé sur l'agriculture intelligente avec le développement de serres. Et également nous avons développé Edificium, donc qui est une entreprise immobilière. Ok, tout un programme. Après, c'est les différents secteurs. En fait, c'est des secteurs dans lesquels on a fait déjà des investissements, où on a déjà été sollicité pour des projets. Donc, c'est l'accroissement des demandes dans ces secteurs-là qui nous ont permis de renforcer, en fait, ces activités pour monter des entreprises, des structures qui vont gérer ça plus efficacement. Ok, ça marche. Vous êtes dans combien de pays? Vous intervenez dans combien de pays? Diaspora for Africa, principalement, on est dans 12 pays, mais de façon très fonctionnelle. On veut dire, on opère déjà au Sénégal, au Togo et au Bénin, de façon plus opérationnelle, c'est-à-dire que où on a déjà des réalisations, des projets déjà entamés. Pour le Sénégal, on a un partenariat avec une multinationale espagnole dans le cadre de notre programme, d'un programme qui s'appelle, Albatros Ventures Programme. Donc, l'Albatros Ventures Programme est un programme de Diaspora for Africa qui permet des collaborations avec des multinationales ou de grands groupes ou des fondations ou des fonds d'investissement. Donc, dans ce cadre-là, on opère dans des coopérations avec le gouvernement pour le développement de projets ministériels, notamment dans le secteur de l'eau et de l'agriculture. On fait le même programme ici en Côte d'Ivoire et en fin d'année, on sera bien entendu au Sénégal, en Tanzanie également. Ok. Donc, Lumen Financial Group et Diaspora for Africa, c'est 2 entités distinctes ou c'est, comment ça s'appelle, elles sont ensemble et elles collaborent sur des projets en commun? Il faut comprendre que Lumen Corporation, dans sa logique de développer des solutions d'accompagnement structurel et financier, a voulu développer des solutions qui permettent le financement des entreprises en dehors du système classique, qui sont les banques et les microfinances. Donc, nous avons développé une première solution qui était un service de Lumen Corporation et qui a bien fonctionné, donc ce qui est ProInvest Plus, qui s'appuie sur l'épargne des salariés, que ce soit fonctionnaire dans le privé ou dans
dans le secteur public, que tu veux utiliser une partie de ton épargne en capital investissement, on essaie de te trouver des projets avec lesquels on te met en relation pour que tu prennes des parts dans ces entreprises-là. Et on a développé le deuxième programme, donc qui était un service de Lumen Corporation Diaspora for Africa. Donc Diaspora for Africa a été lancé officiellement en 2016, mais on a eu l'intérêt de la Banque africaine de développement qui nous a accompagnés d'un point de vue structurel pour améliorer le contenu, nous a fourni aussi la documentation nécessaire pour effectuer notre étude de marché et nous accompagner aussi dans le lancement de Diaspora for Africa. Mais on voulait passer à une autre dimension parce qu'on voulait développer non seulement intégrer à Diaspora for Africa 3 solutions. La première solution, c'est ce qu'on appelle le Crowd Equity. Donc, à travers une plateforme, on allait permettre à des entreprises d'avoir du financement par la diaspora. Comment tu l'appelles? Crowd Equity. Donc, c'est du crowdfunding, mais des prises de participation, donc par mouvement groupé. À côté de cela, on avait voulu développer une solution de paiement. Donc, on sait que la diaspora a une difficulté en termes de transfert d'argent vers le continent. Donc, on a fait ce qu'on appelle le D4AP. Et je pense que on pourra commencer à mettre tout cela en branle cette année pour le D4AP et aussi une néobanque qu'on appelle D4A Néo. Donc, c'est toutes ces solutions-là que la BAD a voulu nous accompagner, mais ils nous ont demandé de nous structurer autrement. Donc, on est une entreprise. Donc, on a fait une capitalisation de 165 millions de francs CFA. Donc, il nous a permis de créer Diaspora for Africa en tant qu'entité. Pour le moment, nous sommes focalisés beaucoup plus sur le pan de D4A Fund, donc qui est la plateforme de Crowd Equity qui permet de financer des projets localement. D'accord. OK. Si j'ai bien compris. Parce qu'il y a beaucoup que tu as dit. Moi, j'ai besoin d'impacter tout ça pour les gens. OK. Qu'est-ce qui est pour la diaspora? J'ai l'impression que Diaspora for Africa, c'est pour la diaspora. C'est ça. Et Lumen Corporation, finalement. En fait, Lumen Corporation, c'est l'entreprise locale. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le partenaire dont on a parlé, on est en train de développer une entité de Lumen Corporation au niveau du Sénégal. Parce que c'est une exigence de notre partenaire. Mais à la base, Lumen Corporation est focalisée sur le développement des solutions financières pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Maintenant, Diaspora for Africa, c'est cette idée-là que Lumen a mis en place. Parce donc, on va dire Lumen est la mère de Diaspora for Africa. Donc, qui permet aux diasporas d'investir sur le continent. Mais via une plateforme. Donc, sur la plateforme Diaspora for Africa, les promoteurs de projets peuvent soumettre leurs projets et maintenant avoir du financement par la diaspora qui deviennent les associés. Voilà. Ça marche. Mais Diaspora for Africa a l'avantage d'évoluer sur une plateforme dont peut s'étendre facilement sur le continent. Quand tu dis sur une plateforme, c'est pas Internet, digital. OK, ça marche. On va revenir à tout cela. Qui est Wilfried Adinga? D'où tu viens? Parce que tu es très classe. Moi, Non, après, c'est la corporation. Sinon, j'aurais pu me mettre comme toi en un jour. Vraiment, si tu m'avais invité un samedi, tu me verrais autrement. C'est vrai. Ouais, mais même, il y a j'ai reçu des gars, ils sont pas aussi 3 pièces comme ça. Bon, nous, dans le secteur de la finance, en fait, on va dire, c'est les gens à col blanc, quoi. Tu vois? Donc, on est habitué aussi à donner une image qui inspire la confiance des partenaires et des clients avec lesquels on travaille. Mais ceci dit, les mentalités évoluent, hein, donc les gens ne se limitent plus aujourd'hui qu'à l'accoutrement pour faire les affaires. Ça, je tenais à le préciser. Bon. Après, moi, je t'ai dit que j'ai fait un parcours académique, en double option. Donc, une partie en économie à l'université d'Abidjan et une partie, en grande école, toujours à Abidjan, en génie logiciel. Donc, c'est les 2 formations que j'ai eu à effectuer. Après, j'ai fait une série de formations en ligne sur des MOOC et autres, tout ça là pour développer des compétences donc j'ai fait une 40aine de certifications dans différents secteurs, dans le domaine, mais principalement la finance, l'économie, le marketing, etc. Et là, je suis en train d'entamer aussi, une formation, sinon un nouveau master en finance internationale. Finit jamais d'apprendre. Oui, effectivement. La raison pour laquelle je te demande aussi quel est ton parcours, puisque je me souviens de la première fois quand on avait échangé, c'est pas quelqu'un qui j'allais dire c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est pas forcément vrai. Il y a eu une partie quand tu étais plus jeune où effectivement c'était plus simple la vie. Et par la force des choses, la vie a fait que ça a été beaucoup plus compliqué, mais t'as continué, t'as réussi quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler de cela? Bien entendu. En fait, souvent, et c'est bien de le dire parce que souvent, quand on voit la finalité, bon, moi, je suis pas arrivé quelque part encore, hein, je suis dans mon parcours, mais quand on voit un peu l'aboutissement, les accomplissements,
on a l'image de l'entrepreneur né avec une cuillère en or, héritier, quelqu'un vraiment qui a eu un coup de pouce, ou bien qui a une chance, l'argent est tombé du ciel et tout ça. Et c'est quasiment faux parce que de mon expérience personnelle et de l'expérience de beaucoup d'entrepreneurs que je connais, vraiment beaucoup ont trimé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Alors moi, je suis orphelin. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Mon père était agent des douanes et ma mère était ménagère. Donc elle n'avait pas grand chose à faire pour apporter de l'argent dans le ménage. Donc à mes 8 ans, il y a eu des difficultés entre mon grand-père et ma mère. Donc on a été chassés de la maison familiale. Voilà, ma mère principalement, mais ne voulant pas me laisser là-bas, elle m'a prise avec elle. Et ça n'a pas été facile parce que de cette période jusqu'à, je pense, à mes 16 ans, c'était la galère totale, quoi. Ça a été la galère totale. Mais j'ai dû quitter ma mère à 16 ans parce que ma mère était malade et elle se retrouvait en train le peu qu'elle gagnait, me garder la nourriture chaque soir en se privant elle-même de nourriture. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de quitter ma mère à 16 ans pour aller vivre chez des gens. Et à partir de là, maintenant, développer des activités économiques qui allaient m'aider non seulement à financer mes études, mais aussi à avoir le peu que je peux avoir pour me nourrir, pour m'habiller, etc. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est devenu une passion, parce que j'ai vu dans ces choses que je faisais, j'avais des Lumen, c'est que les gens ne savent pas. Le nom Lumen initialement, c'était une entreprise de marketing communication. D'accord. Donc de production audiovisuelle, création de visuels, etc. Donc j'ai encore des productions de montage vidéo avec des caméras amateurs, des visuels avec du matériel conçu avec du matériel amateur qui était signé Lumen. Donc je parle de mes 17 ans, 18 ans. D'accord. Voilà. Mais je me suis toujours dit que si je devais créer une entreprise qui allait avoir une renommée internationale, il faudrait que ça s'appelle Lumen. Donc j'ai commencé à faire ce travail de création de logos, de montage de vidéos pour des clients. J'ai souvent on pourrait me payer 5 000, 2 000, ça m'importait peu. Le plus important, fallait que je puisse me nourrir, m'habiller et me déplacer pour aller à l'école. Donc, ça développait une certaine passion. Parce que quand tu commences à savoir comment on peut gagner de l'argent pour se débrouiller, tu n'as plus vraiment envie de faire autre chose qu'entreprendre. Donc, je pense que c'est ce qui a nourri ma passion de l'entrepreneuriat. Mais après, ça n'a pas été facile parce que je perds ma mère à 24 ans. Donc en 2013, et ça a été un coup dur parce que je m'étais pas encore réalisé à cette époque. Oui, j'avais toujours cette ambition d'évoluer au niveau international, de faire des grandes choses, mais rien ne s'était encore concrétisé. Cependant, voilà, j'ai continué. Yes. Ouais. La raison pour laquelle aussi je voulais que tu en parles, parce que bien que je trouve ça super admirable, mais il y a une chose que je pense que les gens, surtout ici, quand je dis ici dans notre pays, t'es pas ivoirien en fait. Je suis ivoirien. Ah ok, non c'est pas toi alors, je confonds, pardon. C'est même pas au-delà de notre pays, en Afrique, et l'homme noir, la femme noire, c'est que je pense que des fois on a l'impression qu'on a le choix en fait. Et t'as pas le choix en fait pour devenir, ou en tout cas pour pouvoir ne serait-ce que te vêtir, pouvoir manger quelque chose, pouvoir te loger. T'as pas le choix. On utilise le mot entrepreneur, mais tout le monde est entrepreneur. La vendeuse d'Aloco ou la vendeuse de galettes, elle est entrepreneur. Après, là où tu veux aller, fait que tu vas rencontrer des obstacles qui sont potentiellement différents de la personne qui est dans la rue. Tout à fait. Mais t'as pas le choix. J'ai l'impression que des fois, les gens, ils pensent qu'ils ont le choix. Ouais. Est-ce que t'as l'impression d'avoir le choix? Oui, en fait, moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Pourquoi? Parce que déjà, faut se fixer un objectif. Ça, on ne le dira jamais assez parce que tout est fonction de là où tu te positionnes. Donc, de l'image mentale que tu as de toi-même. Moi, je n'ai pas une image mentale de moi-même en train de traîner dans les rues, mendier. Est-ce que tu as eu, comment on appelle ça? J'allais dire cette option-là. Mais est-ce que il t'est venu à l'esprit de faire des choses qui sont pas, on va dire, en accord avec la loi? Non. Ça, ce n'est pas forcément du fait de ma direction en tant qu'entrepreneur, mais c'est du fait des valeurs qui ont été développées par la foi. Donc, je suis chrétien et tout ce que je fais est focalisé sur les valeurs qui sont liées à ma confession de foi. Donc, ça fait que je me donnais pas l'option de la facilité. D'accord. Mais je sais que aussi
la baguette magique du Dieu qui opère des miracles d'un coup, là, c'est une illusion aussi. Donc, il faut vraiment travailler dur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Comme on le dit, c'est pas biblique, mais on dit, on se débrouille et puis Dieu nous pousse, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai opté pour cette option-là, de vraiment donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Voilà. Et c'est un peu utopique parce que, en ce sens que beaucoup me disaient à l'époque que t'es dans une forme d'illusion. Parce que, en fait, on a un langage qu'on utilise, si tu n'accroches pas tes habits là où ta main arrive. En fait, tu as des ambitions démesurées, mais tu n'as pas le support nécessaire pour développer cette ambition. Mais qui le dit? Qui le dit? Ce sont des personnes qui n'ont pas essayé. Ce sont des personnes qui n'ont pas la même conviction que toi, le même itinéraire que toi. Et moi, ça, je pouvais pas écouter. Je me disais simplement que j'ai une formule que j'aime utiliser même dans mes réunions au bureau, que c'est 1+1 qui égale à 2. C'est-à-dire que moi, je me plains jamais du fait que, par exemple, on a eu peut-être 10 millions ce mois, on a eu 5 millions le mois d'après. Je me dis, 1+1, ça fait 2. Donc, c'est la valeur ajoutée quotidienne, la plus-value quotidienne qui crée de la richesse. Donc, moi, je me suis mis dans une logique comme quoi, le peu que je peux gagner aujourd'hui, comment je capitalise dessus pour faire croître ça au maximum. Et ça paye. Honnêtement, c'est une expérience qui paye parce que je sais d'où je viens. Mais je sais là où je suis encore. Et je sais là où les possibilités sont en train de m'envoyer aujourd'hui. Donc voilà un peu ma philosophie de la progression. C'est clair, c'est clair. J'allais dire quels étaient les moments difficiles. C'est clair que la perte de tes parents, c'est le top 1 et numéro 1. Dans ce parcours d'entrepreneur là, quels ont été ton top 3 des moments les plus compliqués? Parlant d'entrepreneuriat, franchement, moi ça me met toujours dans les mois, dans ce sens que en fait, souvent, tu commences. Je pense que le premier échec, c'est d'abord cette désillusion. C'est-à-dire, allons dans le détail dans ça. Quelle a été ta désillusion? Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, en fait, tu rentres avec des objectifs. Tu te dis, OK, voici, moi, je me lance dans 2-3 ans. Voici le top niveau auquel je vais me retrouver. Et tu prends pas en compte tous les paramètres. Tu comptes sur ton potentiel, tu comptes sur vraiment, mon projet est top, je vais parler rapidement, je vais avoir du financement, ça va aller très vite et autres, les gens seront impactés, tu vois, un peu, les gens vont courir derrière mes solutions, mon produit. Mais il y a cette désillusion qu'on a. Parce que avant Lumen, j'avais développé Geotic Group. Et Geotic Group intervenait dans le domaine du digital. C'était le côté génie logiciel que j'avais appris. C'est quoi vous faisiez chez Geotic Group? En développement web, développement d'applications, tout ce qui est solutions informatiques. On avait fait un mini cybercafé aussi, avec lequel on arrivait à gérer les factures pendant qu'on ne pouvait pas forcément avoir des clients dans le développement et autres, tout ça. Donc le cybercafé, ça faisait du cash flow. Ça faisait du cash flow. Pendant que derrière, vous cherchez des plus gros contrats. Clients, voilà, pour le développement web, d'applications, etc. Alors, Geotic, j'avais reçu un financement d'une organisation internationale, Open tu peux les citer, c'est pas de la publicité. Pas de problème. Voilà. Donc, de $10,000. Je pense qu'on était autour de 2010-2011. D'accord. Donc, il m'a permis d'implémenter cette entreprise. Mais, dans mon entendement, ça va faire un carton, quoi. Mais en 5 ans, Geotic n'est jamais devenu ce que je souhaitais. Voilà. C'était dû à quoi? C'était juste dû au management. Donc toi? De mon management. Voilà. Donc c'est que de cette incompréhension de croire que les choses vont aller, qu'il faut pas se former, ça va venir facilement. Voilà. Faut comprendre le game parce que le game est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Nos interactions, peut-être à un certain niveau, peuvent être basiques, mais à un niveau d'évolution, les exigences sont de plus en plus grandes. Il faut avoir les outils pour pouvoir confronter ce type de marché-là. Et j'y étais pas préparé. D'accord. Et en côté collaboration, j'ai pris un associé encore. La collaboration n'était pas efficace entre nous. Voilà, il y avait beaucoup d'ego de part et d'autre. C'était pas de lui seul son côté. De part et d'autre, chacun veut se jouer le grand patron, veut gérer la machine. J'ai mis mon argent, tu as mis ton argent, on a nos matériels dedans, donc nos matériaux dedans. Donc, du coup, personne ne veut écouter personne. Voilà. Vous avez quel âge à peu près? À ce moment, quand j'ai eu le financement, j'avais autour de 20 ans, 21 ans. T'as $10,000 d'investissement, t'as 20 ans, 21 ans. Bon, mon associé avait 10 ans de plus que moi. Donc, ça va être même encore plus compliqué pour qu'il te laisse. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y avait un sérieux problème d'ego. Moi, j'avais développé le projet pour avoir le financement. D'accord. Mais à la suite, ils avaient demandé que j'ai forcément un associé. Ça, c'était la garantie Qu'est-ce qui t'a poussé à être d'accord avec cet associé-là? C'est pas pour le domaine non, parce que dans le programme pour lequel j'ai sollicité le financement, c'était un programme qui intervenait par rapport à la situation, la crise
post-électorale qu'on a en connue. 2010. Voilà. Ouais. Donc, dans cette crise post-électorale, cette organisation a voulu aider le redressement économique par le financement des projets de jeunes. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai soumis mon projet. Le même jeune a soumis aussi son projet. D'accord. Cependant, lui n'a pas été retenu. Mais pour avoir le financement d'un projet individuel, ton projet ne doit pas dépasser 500 000 francs. C'est pas les $10,000. Voilà. Or, moi, j'ai soumis un projet pour solliciter $10,000. Donc, on m'a dit, OK. Donc, ce qu'on peut te faire, on a vu un gars qui a des compétences en marketing, mais qui a soumis un projet qui ne nous convient pas. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez vous associer? Comme ça, on t'octroie le financement en tenant compte que c'est un financement de groupe. D'accord. C'est une tierce partie qui t'a conseillé voilà, de prendre ceux qui ont donné le financement, même en question, ceux qui m'ont conseillé. J'ai pas refusé. Voilà. Il y avait le prix qui était là. Voilà. Ça te permettait de pouvoir faire avancer le business. Tout à fait. Ok. Donc voilà un peu. Et puis après, il y a eu des complications. Ben, l'activité a traîné pendant pratiquement 5 ans. On gagnait rien, mais ça se maintenait. On arrivait à payer le local et le courant, mais ça rapportait rien. Et lui, après, il a désisté. Et il y a un autre associé qui est venu. Donc j'ai promis à cet associé que si ça marchait pas, au bout de 6 mois qu'on n'arrivait pas à trouver un niveau de stabilité, moi je te laisse tout. Avec le matériel, tout. Je te laisse tout, je m'en vais. Il dit, tu es sûr? Il a dit oui. Donc 6 mois après, j'ai fait mon bilan. J'ai vu que ça matchait pas. Et j'ai dit, prends. Okay. Voilà. Et là, maintenant, je me suis concentré sur mon projet Lumen Corporation, mais qui avait changé de perspective. Parce qu'en temps, je faisais aussi du trading. M'étais intéressé beaucoup à la finance, à plein de choses dans le domaine, dans lesquelles également je m'étais formé. Donc, on avait commencé à organiser des conférences au Ghana, à l'intérieur du pays et tout ça, connaître les stock exchange au niveau du Ghana, du Nigeria, s'intéresser un peu à la BRVM. Donc, du coup, ça a ouvert une perspective dans le secteur de la finance. Ouais. Voilà. Donc, je voulais maintenant monter Lumen, mais j'ai consacré maintenant toute l'année 2015 à ma formation. D'accord. Voilà. Donc, quand je parle des 40 certifications, c'était, après mon diagnostic personnel, identifier les domaines dans lesquels je pense avoir des lacunes pour opérer au niveau où je voulais opérer. C'est comme ça que j'ai choisi cette quarantaine de certifications. Je me suis attelé à les faire pendant 1 an. Et une fois que j'ai fini, je me suis senti prêt. Et là, maintenant, en janvier 2016, j'ouvre Lumen Corporation. Comment on appelle ça? Quand tu dis, OK, ça va pas marcher pendant 6 mois, garde tout, tu t'intéresses à la finance et tu vas te lancer dans ça. Il y a 40 certifications à passer qui sont pas forcément évidentes. Ça veut dire repartir, bûcher, l'école, ce genre de choses et tout. Il y a rien qui te disait, encore tout ça? Oui, mais en fait, vous voyez les lances d'enfants, les lances qu'on appelle lance-pierre. Lance-pierre, ok, voilà, ok. On peut prendre l'exemple de tir à l'arc. Vous savez, plus tu tires, plus la tension est forte. Et plus ça va loin. Donc, c'est un recul qui permet d'aller plus loin. Ça, c'est l'image que moi je fais. Parce que je ne vois pas que j'étais en train de prendre du retard ou un recommencement. Au contraire, j'ai capitalisé. Géotique m'a enseigné, c'était 5 ans d'école où j'ai appris ce qu'il faut faire, ne pas faire. Où j'ai identifié mes lacunes. Donc, est-ce que c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Au contraire, ça m'a permis de voir ce qui me manquait. Donc, faut que je comble ça. Et aujourd'hui encore, même après 5 ans de Lumen Corporation, je vois encore ce qui me manque. Faut que je comble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte. Surtout quand on est entrepreneur, il n'y a pas de gêne à ce niveau. Il y a juste d'identifier les lacunes et de les combler. Et ça devient un palier sur lequel on peut s'appuyer pour avancer. Donc, moi, ça a été une belle expérience pour moi. J'étais jeune. J'avais encore beaucoup de temps devant moi. Et j'ai vraiment capitalisé sur mes échecs pour pouvoir développer Lumen Corporation. Ok. Donc, 40 certifications, tu les passes, qu'est-ce qui se passe après? Après, voilà, c'est là maintenant que le nouveau défi se présente. Mais là, je suis préparé psychologiquement. Ok. Mon premier challenge, c'est de dire, OK, les gars, on va commencer, mais on n'a rien. Donc, j'appelle 8 amis qui viennent avec moi. Je les rassemble dans le bureau d'un autre grand frère. Et je lui dis, bon, ton bureau fait combien? Il dit, mon bureau, c'était un minuscule bureau au plateau. Il dit, mon bureau fait 221 000, je me souviens, mais on va couper la poire en 3. Parce que mon grand frère a son bureau ici, moi-même j'ai mes activités ici, mais tu vas payer le tiers. Ok. Voilà, tu payes le tiers. Mais, sauf que tu as 3 demi-journées dans la semaine. Ok. Voilà. Donc, bien structuré du lundi au mercredi, de 8h à midi. Ça, c'est le temps que j'ai pour occuper l'espace. D'accord. Parce que lui, la salle, il l'utilise pour faire ses formations. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. On part dans ce game. Mais j'ai rien. Et quand j'ai rassemblé mes 8 gars dans une petite salle un peu comme ça, j'avais mon transport, quoi. Aller-retour du jour. Ok. Je leur ai vendu un rêve. Je leur ai dit,
je sais pas où Lumen va partir. Mais je sais que dans 5 ans, on va parler de nous. Mais vous devez serrer la ceinture parce qu'on aura un programme substitué en 2 grandes étapes. La première étape sera une étape de 3 ans pour la validation de notre modèle économique. D'accord. Et ça va nous permettre au marché d'avoir confiance en nous, aux gens de nous confier des capitaux, etc. Mais comme on n'a rien, on n'a pas les attributs pour qu'on nous confie beaucoup d'argent. Donc, comprenez que si on n'a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de salaire. Voilà. Et la deuxième phase, c'est la phase de 2 ans, le style de management. C'est-à-dire que si on a stabilisé notre modèle économique, il faudrait qu'on s'assure que on fait la base des 2 ans qui nous restent avant les 5 ans, on a un style de management qui nous permet d'être efficace. Donc, de gérer bien nos ressources, de gérer bien les capitaux de nos clients et maintenant d'évoluer. Donc, ça fait 5 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Mais 5 ans là, je disais pas ça au hasard. Je disais ça sur la base de mon expérience précédente. Donc, c'est pas uniquement ce qu'on entend dans les magazines. Voilà. Parce que la plupart des gens se disent 1 an après, j'ai fait de gros investissements. Non, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des gens pour qui ça marche. Tu es héritier, tu es héritier d'une entreprise, il y a déjà un portefeuille client. Oui. Mais moi, je suis qui dans le secteur de la finance? Qui me connaît? Qui va me confier son argent? Donc déjà, faut que j'ai la possibilité de quelqu'un qui me confie 1 million et puis je fasse un miracle avec ces 1 million pour que non seulement je le maintienne et qu'il appelle ses camarades. Mais dans les 1 million là, si j'ai eu 10%, mais que j'ai fini de payer le local, des quelques primes de transport, il reste rien. Voilà. Donc, il faut être cohérent sur ce principe-là pour dire que ça va pas marcher du jour au lendemain. Et moi, j'étais préparé à ça. Elle est vite. Mais il reste que 2. Mais moi, je félicite ces 2-là parce que mon directeur administratif et mon directeur juridique sont là encore aujourd'hui. Les autres sont partis, je pense, il y a un qui était là, qui est parti, ça fait quelques mois, parce qu'il voulait faire autre chose carrément. Sinon, ils étaient 3 depuis le début qui étaient restés. Mais les autres, je pense qu'il y a peut-être 3 qui sont partis juste 2-3 mois après. Mais il y a pratiquement 5 qui sont restés avec moi pendant 4 ans. Oh, ok. Ouais, pendant 4 ans. Moi-même, j'étais surpris. C'était des gars de challenge. Parce que l'avantage avec Lumen, c'était pas que la partie pécuniaire. Mais il y avait des challenges au quotidien. On a lancé Diaspora Africa la même année, au patronat ivoirien, avec un partenaire technique comme la BAD, des banques qui étaient avec nous. En fait, ça faisait quand même, ça jetait quelque chose de prometteur. Donc, voici des jeunes qui voulaient s'autodéterminer, qui voulaient pas rester dans un tissu économique qui est limité qu'au fonctionnariat, mais qui voulaient entreprendre quelque chose. Et ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. D'accord. Financièrement parlant, comment tu répartis tout ça? Est-ce que vous dites, OK, vous avez des parts dans l'entreprise, c'est ça, oui, ça, ou ça se passe comment? Pour ceux qui ont commencé avec moi, ils ont des parts dans l'entreprise. D'accord. Voilà. Ils sont intéressés au capital. C'est une promesse que j'ai faite et que c'est vrai que aujourd'hui, de façon très opérationnelle, ils sont pas, parce que c'était comme des comptes courants associés. En fait, ils ont des contrats qui fait que ils ont la possibilité de prendre des dividendes chaque année. Ah, ok. Voilà. Ça marche. Mais ça, c'était vraiment la partie. Moi, je vois pas ça comme un problème. Pourquoi? Parce que franchement, je pourrais jamais suffisamment payer le sacrifice de ces gars. Je te demande ça, et à chaque fois, mes questions sont très orientées, grosso modo, audience. C'est-à-dire que les gens vont se dire, OK, c'est moi qui ai l'idée, et c'est normal que je vais manger plus gros et tout. Et il y a quelqu'un qui est là, avec lequel ils peuvent interagir et qui leur explique comment le game, il se passe. Non, moi, j'ai essayé avec un associé, problème d'ego et tout. Bon, c'est normal. Moi, il a ramené l'équivalent, c'était la même chose. Donc, qui va décider? Là, je ramène 8 personnes, je leur dis, il y a rien qui est sûr, mais dans tous les cas, si on gagne, on va gagner ensemble. Donc, voilà comment on va se repartir les choses. Et c'est la manière la plus intelligente de faire. Donc, tu as des gens qui vont rester. Tu as des gens qui vont pas rester parce que ça les touche pas. Et t'as des gens, ils vont juste rester parce qu'ils te suivent toi. Ils se disent, OK, lui, il peut m'envoyer quelque part. Donc, OK. Vous êtes successful finalement avec Lumen Corporation. Oui, on peut le dire parce que, en fait, le succès, c'est hautement relatif par rapport aux ambitions. Par rapport aux ambitions. Mais aujourd'hui, quand même, on a un niveau qui est assez intéressant. On a un portefeuille client qui est intéressant. On a des associés aujourd'hui qui sont intéressants. On a des partenaires, des multinationales. Je peux citer comme Satec, qui est une multinationale qui est représentée presque dans tous les continents. Au fait, vous avez des échanges avec des personnalités aussi qui sont très intéressantes. Oui, effectivement. Parce que j'ai eu un petit Barak. Oui, certains Barak. Bon, Barak, on a l'opportunité d'appartenir. On a l'opportunité d'appartenir à un programme de la Fondation Obama qui fait de Barack Obama notre mentor. D'accord. Donc souvent on a des conf calls comme ça, des sessions de mentoring où ils nous prodiguent certains conseils. C'est assez intéressant et c'est assez encourageant aussi. Est-ce que par exemple tu parles avec Barack Obama, c'est quand même à l'époque et même toujours président des États-Unis quoi.
Est-ce que derrière ça t'ouvre des perspectives? Quand je dis ça t'ouvre des perspectives en termes de réseau, parce qu'effectivement tu échanges avec Barack et c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'échanger avec l'ancien président des États-Unis. Est-ce que ça ouvre des perspectives au niveau réseau? Oui. Je pense qu'au niveau de la confiance, ça te booste. Oui, putain, ouais. Quand même. Beaucoup, parce que il y a tout un gros travail derrière la fondation. Ouais. Barack Obama, c'est que lui, il est le leader, mais derrière, il y a toute une équipe qui a nos dossiers. Ils savent ce qu'on fait et ils travaillent chaque jour à créer des connexions pour nous relativement à nos activités. On va venir maintenant en arrière. Comment on arrive à être en call conf avec Barack Obama? C'est quoi le parcours? Déjà, il y a eu un programme de la fondation en Afrique du Sud. J'avais postulé, j'étais retenu. D'accord. Voilà. Et quand j'étais retenu, on a fait une forme de mentorship accéléré, donc en Afrique du Sud, où ils nous ont donné vraiment des compétences, des skills nécessaires pour vraiment dans différents secteurs d'activité. Et moi, ça je pense que c'est l'un des meilleurs programmes auxquels j'ai participé. C'était quoi les critères pour être sélectionné? Déjà, faut être jeune leader, faut avoir des accomplissements, faut avoir fait des choses vraiment qui sont tangibles. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on évalue et puis, on décide que tu es sélectionné. L'anglais était indispensable? L'anglais était indispensable. Comment t'as appris l'anglais ici? Moi, l'anglais, en fait, déjà, ici, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'apprendre l'anglais. Mais, moi, j'ai eu un gros avantage d'avoir un environnement, anglophone. D'accord. Et à un moment donné, je pense que ce qui a accéléré, je le dis souvent, mais j'ai eu une amie avec qui j'ai marché, qui était purement nigériane et qui comprenait que l'anglais. Ok, donc obligé. Voilà, quand tu es amoureux, que tu dois parler. C'est pour la draguer, tu vas voir comment. Et ça a accéléré, j'ai développé un bon réseau d'amis au Kenya, au Nigeria. Et j'ai l'avantage que dans la journée, au moins, je dois parler l'anglais au moins 1 heure à 2 heures l'anglais par jour. Dans les réunions que je fais et tout ça. Donc, ok. Aujourd'hui, t'es amené à voyager de manière assez régulière. Est-ce que tu voyageais auparavant quand tu avais tes 2 parents ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, faut savoir que moi, je pense qu'il y a eu, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, il y a des choses que je disais à ma mère. Je disais à ma mère, tu sais, je serai conférencier international. Je voyageais partout dans le monde. Et on va m'inviter pour des séminaires, des colloques. Et je serai un grand entrepreneur panafricain. Et ma mère y croyait tellement qu'un jour, ma tante lui a dit, mais ton fils, il a au moins le bac et il a fait des diplômes, il a eu le BTS. Dis-lui de passer un concours, il va s'occuper de toi. Donc, tu es là, tu trimes, mais elle dit non. Et quand je suis rentré, elle dit, ta tante est passée, tu sais. Non, à ce moment, on vivait plus ensemble, mais elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Elle dit, ta tante est passée, elle disait que faut que tu passes un concours, là. Et puis, elle rit. Elle dit, mais tu ris pourquoi? Elle dit, mais c'est pas que mon fils est un grand entrepreneur qui fait des conférences partout. C'est-à-dire qu'elle a vraiment intégré ma vision. Elle a vraiment intégré ma vision. Et partant de ce fait, l'année où ma mère est décédée, c'est pratiquement 4 mois ou 5 mois après que j'ai été le représentant officiel de la jeunesse ivoirienne auprès de l'UNESCO à Paris. Donc, ça a été un choc parce que pour la première fois, je partais représenter mon pays dans une conférence de haut niveau à l'international. C'était ton premier voyage? C'était pas mon premier voyage à l'étranger parce que l'année d'avant, j'avais fait le Ghana, le Togo. Comme je disais, on avait commencé à s'intéresser à la finance, donc, et le Nigeria. Donc, on tournait un peu avec les amis. Mais de cette envergure-là, pour une conférence internationale où j'allais être intervenant panéliste, c'était ma première fois. D'accord. Déjà, mais c'était la première fois que je prenais l'avion. Voilà. Donc, direction Paris, je reviens de Paris. L'activité a été un succès. J'ai une lettre de remerciement. Sur 500 jeunes, on était 3 qui avaient une lettre de remerciement de la directrice générale de l'UNESCO pour l'impact qu'on a eu dans le forum. Je rentre à Abidjan, on dit non, on t'a recommandé pour un événement que la princesse Lala Myriam, qui est la sœur de Mohamed, du roi Mohamed VI, voilà, ouais. Donc qui organise un programme où on veut que tu participes. J'ai dit j'ai pris une permission, j'avais eu un contrat au Fonds mondial en tant que data manager, donc j'avais déjà pris une permission pour Paris, je peux pas prendre de permission encore. J'ai donné l'invitation pour qu'un ami me représente. Ils ont accepté, mais ils ont insisté pour que je vienne encore. Deuxième conférence encore, 2 semaines après. Et là, ça a été maintenant une cascade de conférences internationales. Voilà. Mais ça, c'était plus dans le secteur lié au système onusien, l'UNESCO, le PNUD, etc. Mais ça m'a permis de développer un bon réseau de jeunes, de contacts à travers l'Afrique tout entière. Parce qu'on se rencontrait avec 54 pays, faut garder le contact. Les jeunes sont impactants dans leur pays. Donc, c'est des potentielles personnes avec qui tu peux développer forcément des activités une fois que tu es intéressé par développer quelque chose dans leur pays. Donc, ça m'a permis de renforcer mon réseau. Au sein de l'UNESCO, je me suis fait de bonnes relations avec les responsables de l'UNESCO aujourd'hui.
même si je suis plus dans les activités de l'UNESCO, mais je continue d'être invité à des programmes. Bon, avant le corona, on était en 2019, j'ai participé à un programme à Luanda où j'ai participé sur l'entrepreneuriat, intervenu sur l'entrepreneuriat. L'UNESCO, dans le cadre de Diaspora for Africa, encore m'a sollicité pour qu'on mette une solution en place pour accompagner les jeunes dans le secteur de l'économie créative, ce genre de choses-là. Donc, ils veulent mettre un truc comme ça en place si on veut développer un programme. On avait commencé à réfléchir dessus, mais malheureusement, avec le corona, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Donc, voilà un peu. Et de fil en aiguille, j'ai compris que j'ai un bon réseau. Mais c'est difficile quand tu as des billets d'avion gratuitement, tu dors dans des hôtels luxueux gratuitement, bon, tu as des primes et autres. En fait, ça jette déjà, quoi. Donc, t'as pas envie de laisser tout ça pour l'entreprendre encore. C'est ça. Parce que quand je commence l'entrepreneuriat, je fais pratiquement 11 mois que je voyage plus. Parce que j'ai plus d'opportunités. Si je dois partir à Paris, il faut que j'aie le visa moi-même. Il faut que j'aie mon billet d'avion. Ouais, tout est débloqué par les autres quand tu fais ça. Okay. Donc là, maintenant, c'est parti. Mais j'étais plus fier parce que depuis plusieurs années, près de 5 ans maintenant, je finance tous mes voyages. Mais je trouve que c'est plus intéressant. Ah, c'est clair. Voilà. T'as de l'argent de poche après pour aller faire ce que tu veux avec c'est fini. Que d'attendre forcément des opportunités. On est ivoirien, on va pas se cacher. Bon, on aime bien les belles choses et quand on a les belles choses, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se montrer. Comment tu fais pour garder, entre guillemets, cette humilité et les pieds sur terre? Déjà, l'humilité, c'est quelque chose de difficile à avoir. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit pour constamment se remettre en cause. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Parce que, je pense que, c'est généralement l'orgueil se manifeste pas devant des personnes supérieures, à l'intendant. Quand tu vois quelqu'un de supérieur à toi, que tu l'admires, ou que tu n'as pas son niveau, tu as tendance à vouloir naturellement te rabaisser. Mais l'orgueil, généralement, se manifeste sur des gens, qui sont en dessous de nous. Ouais, financièrement parlant, socialement parlant, qui n'ont pas la même prestance ou bien le même aura que nous. C'est là que le travail se fait. Mais moi, je définis ça par la redevabilité. Parce que je viens de quelque part. Ouais. Et puisque je viens de quelque part, je suis redevable à là d'où je viens. Donc, je peux même pas me permettre de marcher sur quelqu'un pendant que je vois que il y a quelques années en arrière, j'étais dans la même condition. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le fait de se rappeler constamment d'où on vient qui nous aide à garder la tête sur les épaules. Voilà. Maintenant, il y a un défi parce que faut être humble. Après, il faut garder son assurance. Bien sûr. Donc, voilà. C'est que l'humilité, c'est pas forcément dit que, il y a ce que moi j'appelle la fausse humilité. Donc, c'est cette fausse humilité qui cache l'orgueil parce qu'on cherche constamment la reconnaissance des gens. Donc, on est dévoué, on a acharné, mais c'est pas avec le cœur, c'est juste de la reconnaissance qu'on cherche. Donc, cette reconnaissance, en fait, c'est de l'orgueil. En fait, c'est une forme d'humilité, mais qui cache en réalité l'orgueil, le fait d'être valorisé. Or, ça, c'est pas l'humilité selon moi. L'humilité, c'est avoir la capacité d'influencer ou de martyriser, mais décider de ne pas le faire. Ça, pour moi, c'est la vraie humilité. Tu vois, quand, par exemple, dans le game, tu es attaqué par un plus jeune que toi, et que tu vois que, je peux te nuire, mais tu ne nuis pas. Pour moi, c'est ça le gros travail à faire sur soi. Yes. En parlant de game, donc, vous êtes lancé dans différents secteurs d'activité pour investir, grosso modo. Vous choisissez ça, c'est quoi les critères pour investir dans tel ou tel secteur d'activité? Déjà, nous, on a été à l'écoute du marché. On n'était pas spécialiste dans des secteurs spécifiques. D'accord. Mais l'une des choses qui nous a beaucoup aidé, ce sont les appels à projets qu'on a lancés. Ouais. Donc, on a lancé 2 appels à projets, un en 2017 et l'autre en 2019. D'accord. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de projets qui se ressemblaient. Donc souvent dans le secteur de l'agriculture qui absorbait, je pense, plus de 60% des soumissions de projets qu'on avait. Il y a un côté de l'agriculture en particulier qui était demandé ou? C'est pas forcément, il y avait des spécificités différentes, Les gens peut-être, l'agriculture, la technologie, l'élevage, les porcs, le volaille, etc. Donc il y avait différents, mais en fait après, tout tournait autour de l'agriculture. D'accord, ok. Voilà. Donc, plus de 60%, on a compris que ce secteur, vraiment, il y a des acteurs. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que quand tu investis, il y a des acteurs pour animer. Et s'il y a beaucoup de soumissions de projets de ce genre, ça montre, c'est un indicateur pour dire qu'il y a des acteurs pour animer. En fait, on va trouver facilement les compétences. Deuxième élément,
il faut maintenant faire l'étude pour voir, pour confronter les données réelles du marché par rapport à l'activité, en fait. Donc, c'est quand on croise ces informations qu'on se rend compte qu'il y a une viabilité. Quand tu dis les données réelles du marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une clientèle non, pas forcément la clientèle, vraiment, ça vient après. Mais est-ce que, par exemple, si je développe un projet agricole en Côte d'Ivoire, c'est un besoin dans le pays. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étude de marché qui va partir sur l'ensemble de la part du marché. Mais en fait, tu peux faire une bonne étude de marché, avoir un marché, mais après la clientèle, c'est ta stratégie commerciale et marketing qui va maintenant attirer. Donc on fait la part des choses entre les informations que nous donne le marché et la stratégie qu'on doit mettre en place pour gagner des parts de marché. D'accord, ok. Donc moi, je suis par exemple de la diaspora. J'ai quelques deniers à investir en Côte d'Ivoire, sur des projets qui peu importe. Je sais pas où aller. Maintenant, je peux m'adresser à vous. Vous avez grosso modo fait un tri de là où je pouvais placer mon argent finalement. Donc vous dites ok, ce secteur-là, vous pouvez le financer. Il y aura besoin de ça, 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 et vous accompagnez aussi le porteur du projet dans la commercialisation. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Pourquoi? Parce que on est partie prenante de bout en bout. Je vous explique. C'est que chaque promoteur de projet prend l'engagement que si on fait une levée de fonds, on est commissionné sur les levées de fonds. D'accord. Et si la levée de fonds est réussie, dans la partie qui concerne la part qui reste au promoteur, il nous fait une session. D'accord. Voilà. Donc, cette session, le coût de la session est valorisé par l'accompagnement qu'on apporte. Mais on est acteur parce qu'on est partie prenante, même si on a peut-être 5% du projet, c'est un intérêt qu'on doit conserver. Quand tu dis session, c'est commission. Il y a la commission sur la levée de fonds. La commission sur la levée de fonds. Et après, sur ce que vous gagnez, ce qui génère, vous avez encore une une commission. fois que parce que nous, on fait pas de prêt. Oui. L'investisseur vient, il rentre dans les actifs. Donc, il faut redéfinir déjà les statuts de l'entreprise. D'accord. Et dans cette répartition des statuts, on fait une convention avec les deux. Pour leur dire, nous, on rentre avec vous dans le projet. S'il est bon. Il y a tripartie, en grosso modo. Voilà. Donc, on devient acteur, associé, actionnaire dans le projet. Ok, non, c'est bon, puisque vous gagnez beaucoup plus au résultat. On gagne beaucoup plus au résultat. S'il gagne, vous gagnez. Donc, le but, c'est qu'il gagne. C'est ça. Okay. Donc, les commissions, c'est des commissions de subsistance. C'est-à-dire qu'on prend les commissions sur les levées de fonds pour permettre le fonctionnement. Mais là où vraiment on se fait un peu plus d'argent, c'est sur les intérêts, sur les dividendes qu'on perçoit. Yes. Et comme c'est des dividendes qui s'étendent, il y a des contrats qui vont durer 5 ans, où après on va sortir du capital, il y a 7 ans, il y a plusieurs années, il y a des contrats même, il y a des conventions indéterminées où on est dans le capital avec l'entreprise de façon indéfinie, en fonction de notre implication et en fonction de la portée du projet. Mais par contre, CETEC, c'est une entreprise qu'on a développée. D'accord. Donc, qui appartient à Lumen Corporation. Ok. Maintenant, vu qu'on a vu que le secteur agricole est très prisé, on a pris des entrepreneurs dans le secteur qui sont actionnaires à CETEC, mais en même temps managers de l'entreprise. Ok, donc, ça fait l'inverse, en fait. Voilà. Okay. Donc, maintenant, quand les gens investissent dans CETEC, une CER nous fait 7,8 millions. Quand ils ont la CER de 7,8 millions, la CER leur appartient, nous, on a 15%. Mais 15% reviennent à CERTEC. Donc, Diaspora for Africa a plus de 75%. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vois. Voilà. Donc, ça dit que si on arrive à développer 100 CER, on a 15% sur les 100 CER. Sur les 100 CER. Yes. Donc, pris individuellement, un investisseur se dit, voilà, ils ont 15%, c'est pas grave, mais nous, maintenant, on capitalise sur l'ensemble des CER. Yes. C'est pareil pour l'immobilier. Avec Edificium, on a développé une solution d'investissement immobilier. Parce que la maison que vous achetez, par exemple, je sais pas, c'est que des polichinelles, que vous achetez, par exemple, à 45 millions à Abidjan, a été construite autour de 15 millions, autour de 18 millions. Donc, nous, on dit, OK, nous, on va pas cacher cette information. Venez investir avec nous et sur l'arrivante, on partage. Donc, au lieu que tu te dises que tu vas garder ton argent étant de la diaspora parce que tu veux avoir une maison ici à Abidjan, une petite villa simple qui va te faire 45 millions, nous, on te dit, viens la construire avec nous. Donc, tu donnes les 18 millions, on construit la maison et après avoir construit la maison, on vend en dessous du marché, de la taille du marché. On te rembourse ton argent, on te donne avec des intérêts. Alors, vous la vendez à l'investisseur, vous la vendez... C'est-à-dire que les mêmes diasporas, parmi eux, il y a des investisseurs, parmi eux, il y a des acheteurs. Okay. Voilà. Donc, c'est un système qu'on a mis en place qui fonctionne bien avec Edificium. On est en train de commencer un projet au niveau de Bingerville. Et puis un projet au niveau de la sortie de Yopougon, là. Comment ça s'appelle, le coin, là? Mais il y a une parcelle de terrain à la sortie de Yopougon. On a eu un partenaire qui nous a cédé son terrain et qui veut qu'on puisse commencer dessus. Bingerville, on a acquis le terrain. On est en train de développer un projet. Bingerville, ça a l'air très bon en termes d'investissement parce que ma femme, elle m'en parle, elle me dit, il y a plus rien à acheter là-bas.
Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est très cher. C'est très cher. Quand tu vas à Bingerville, je pense que si tu vas de façon très reculée dans le fin fond, tu vas trouver peut-être des terrains de 600 mètres carrés autour de minimum, tu vas tourner autour de 15 millions. Si tu as trop eu la chance, 12 millions. D'accord. Ok. C'est pas la fin de l'émission, mais j'aime bien faire des projections quand même. Diaspora for Africa, Lumens Financial Group, parce que moi j'étais habitué à Lumens Corporation. Tu vois ça où d'ici 5 ans? La question m'était posée la dernière fois, j'avais répondu. Toujours. Et je vais dire que on est dans la phase de passage à l'état de scale-up. Et c'est vraiment, moi je bénis Dieu. Parce que, contre toute attente, il y a de grosses surprises qui arrivent pour cette année, au niveau des Diaspora for Africa. De très grosses surprises. Et je vais pas forcément en parler maintenant, mais puisque ça sera très visible aussi. Pas trop. Voilà. Moi, c'est dans 5 ans qu'on va regarder ces vidéos. C'est ça. Donc voilà. Donc ça sera très visible dans les prochains mois parce que on a pu avoir un très gros partenariat. D'accord. Vraiment très gros partenariat qui se chiffre à... en milliards? Si, en francs CFA. Il y a pas de problème. Donc si on en francs CFA. Si on en francs CFA, c'est en milliards. Très bien. Voilà. D'accord. Okay. Et voilà. Donc c'est un partenariat très intéressant. Je pense qu'il va accélérer la croissance de nos activités au niveau de Diaspora for Africa. Et à partir de là, maintenant, on pourra mettre l'armada financier qu'on veut mettre en place. Toute la panoplie de services. Parce que le Diaspora Fund, il a été révisité. Et il y a des législations, il faut savoir que le secteur financier est très encadré. Très régulé. Voilà, très régulé. Au niveau de l'UEMOA, ici, on a le CREPMEF. Au niveau de l'Europe, on a le régulateur européen qui influence aussi sur le régulateur français dans lequel on évolue aussi à cause du fait que la France est notre premier marché en termes de financement, investissement de la diaspora. Donc, c'est très exigeant en termes de capitaux, en termes de ceci, cela, en termes de structuration des déplacements des fonds. Donc, il fallait vraiment avoir une possibilité de faire des levées de fonds qui nous permettaient maintenant d'accélérer la croissance de Diaspora for Africa. Ce qui est maintenant arrivé, et je pense que dans les prochains mois, on pourra avoir. Et il y a de très gros projets, très gros projets en dehors de Diaspora for Africa qu'on va commencer ici à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, pour la promotion de l'entrepreneuriat, ça sera aussi visible. Ok, alors je vais inverser ma question, je vais la modifier légèrement. D'où tu es parti jusqu'à là où tu es? Après, je sais qu'il y a encore du chemin, t'as des grandes ambitions et tout. Est-ce que tu t'arrêtes quelquefois et tu dis, quand même, on a bien avancé? Ça, juste un petit temps. Pas beaucoup. C'est-à-dire que je peux... Est-ce que tu arrives à savourer, à profiter un petit peu? Ça, c'est une question qui me touche personnellement parce que j'ai un ami qui m'a dit ça. Qui m'a dit, j'ai l'impression que tu prends pas le temps de savourer tes succès. Et je pense que ça a été un peu un handicap parce que full focus, c'est bon, mais arrivé un moment, il y a la partie psycho qui doit se régénérer. Donc, une manière de retravailler tout ça, c'est de profiter vraiment de ce qu'on a pu réaliser. Mais mon problème, c'est que ça dépend du panorama qui est devant moi. Je suis pas dans un environnement conquis. Je suis dans un environnement où tout est à faire. Voilà. Et on est en Afrique, tu en parlais tantôt. Et franchement, je me dis, comment prendre du répit dans un contexte comme ça? C'est difficile pour moi. Parce que tu te lèves, en fait, pendant que tu savoures ton succès, il y a le taux de chômage élevé, il y a la misère, on parle de corona même, tu vois, le variant indien qui est en train de tuer, mais tu t'imagines si t'es en Afrique, comment on allait répondre à ça? Donc, avec toutes ces problématiques, franchement, le répit, c'est un luxe quelquefois que j'ai pas envie de me donner. D'accord. Mais de temps en temps, je fais de petites pauses pour regarder en arrière d'où je suis parti, là où je suis. Mais je suis plus tenté de regarder vers là où je vais parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, ma question, c'est même pas péjorativement que je posais cette question-là. Parce que tu es un entrepreneur, même si la manière, entre guillemets, que tu es vêtu et, comment on appelle ça? Comment tu bouges? Ça fait très corporate. Mais tu es un entrepreneur, parce que ce sont tes sociétés que tu as développées. Et connaissant d'autres entrepreneurs et l'étant moi à mon échelle, j'ai du mal à déconnecter. Mais mon mal de déconnexion ne fait pas que je me sens pas bien. Je suis même très content, en fait, d'avoir toujours les yeux ouverts. Je vois les opportunités partout et tout. Et je me dis, ok. Et je dirais que la majorité des gens ne sont pas forcément dans cette étape psychologique et ils trouvent que t'es toujours trop sérieux ou toujours tu parles de ça et tout. C'est plus dans ce sens-là que je disais, est-ce que
moi, je savoure, en fait. Moi, le fait de bosser, de faire ça, là, je savoure, en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, en fait, on ne tire pas notre épanouissement dans les mêmes choses. Voilà. C'est-à-dire que quand ce que tu fais, tu t'épanouis là-dedans, en fait, ça devient plus un jeu, une passion, quelque chose que, en fait, tu savoures. C'est la même dose d'adrénaline que, par exemple, quelqu'un d'autre génère dans une autre activité que toi, tu génères en faisant ce que tu fais. Donc, c'est un peu l'amalgame parce que les gens ne comprennent pas que, en fait, s'ils sont passionnés des discothèques, aller en boîte chaque week-end, toi tu es passionné de travailler sur tes projets. Absolument, absolument. Écoute Wilfried, je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode du Business Plan. Je te souhaite que du bonheur dans Diaspora for Africa, l'Human's Financial Group. J'espère te revoir encore une fois dans Business Plan pour nous dire où ça en sera, tout ça. Ça sera avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt, quoi. À très bientôt.